La chaleur d'Al-Zahra frappait comme une sentence divine. Dès que les portes de l'aéroport s'ouvraient sur le tarmac, l'air brûlant enveloppait les voyageurs dans une étreinte suffocante qui ne laissait aucun répit. Leila Ben Youssef sentit cette vague de feu s'abattre sur elle alors qu'elle descendait les marches de l'avion, sa mallette serrée contre sa poitrine, ses cheveux châtains retenus en un chignon strict qui commençait déjà à se défaire sous l'effet de la transpiration. Elle avait quitté Genève à l'aube, traversé la Méditerranée et survolé des étendues désertiques interminables avant d'atterrir dans cette capitale qui ressemblait à un mirage de verre et d'acier planté au milieu de nulle part. Al-Zahra, la capitale d'un émirat dont elle connaissait à peine le nom 3 mois auparavant. Un territoire minuscule sur la carte, mais gigantesque dans l'imaginaire collectif, synonyme de richesse pétrolière, de gratte-ciel futuriste, de luxe ostentatoire et de traditions ancestrales farouchement préservées. Leila n'était pas venue en touriste. Elle était juriste spécialisée en droit humanitaire, diplômée de la Sorbonne et de l'Université de Genève, et elle avait accepté une mission temporaire auprès de la Fondation internationale pour le développement humain. 6 mois, peut-être 1 an tout au plus. Une parenthèse professionnelle avant de retrouver son poste à Bruxelles où elle conseillait des organisations non gouvernementales sur les questions de réfugiés et de reconstruction post-conflit. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, ce qu'aucun briefing ni aucune note diplomatique ne lui avait révélé, c'est qu'elle venait d'entrer dans un jeu dont les règles lui échappaient totalement. Un jeu où les erreurs administratives pouvaient devenir des affaires d'État, où une place vide pouvait déclencher une tempête politique, et où croiser le regard d'un homme pouvait bouleverser le cours d'une vie entière. À l'aéroport, un chauffeur en costume sombre l'attendait avec une pancarte portant son nom. Il ne souriait pas. Il la salua d'un hochement de tête respectueux, mais distant, prit sa valise sans un mot et la guida vers une Mercedes noire aux vitres teintées. Leila grimpa à l'arrière, encore étourdie par le décalage horaire et l'étrangeté de ce premier contact. Tout était si différent de ce qu'elle avait connu. Les rues impeccables, les palmiers parfaitement alignés, les immeubles qui semblaient défier les lois de la physique avec leurs façades dorées et leurs jardins suspendus. C'était beau, clinique, presque irréel. Une ville construite sur la volonté d'un seul homme, disait-on. Cheikh Khaled Al-Nasser, le souverain absolu d'Al-Zahra. Leila avait lu quelques articles sur lui avant de partir. 38 ans, diplômé d'Oxford et de Harvard, respecté sur la scène internationale pour sa diplomatie habile et sa capacité à maintenir la stabilité dans une région souvent tumultueuse. On le disait intelligent, inflexible, solitaire. Certains le qualifiaient de visionnaire, d'autres de tyran éclairé. Leila n'avait pas vraiment d'opinion. Elle n'était pas venue pour rencontrer le cheikh. Elle était là pour travailler sur un projet de reconstruction dans les zones rurales de l'Émirat, des villages oubliés par la prospérité urbaine, où les infrastructures restaient précaires et où les populations avaient besoin d'écoles, de centres de santé, d'accès à l'eau potable. Un travail concret, loin des palais et des intrigues de cour. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. La voiture traversa le centre-ville en silence, puis s'engagea sur une avenue bordée de gratte-ciels étincelants avant de bifurquer vers un quartier résidentiel plus ancien où les bâtiments en pierre ocre et les jardins intérieurs rappelaient l'architecture traditionnelle du désert. Le chauffeur s'arrêta devant un immeuble moderne de 5 étages, au balcon orné de bougainvilliers roses. C'était là que la fondation avait réservé un appartement pour Leila. Un logement temporaire, fonctionnel, meublé avec soin mais sans âme. Elle monta ses bagages, ouvrit les volets et découvrit une vue sur la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon, où le désert reprenait ses droits dans une brume dorée. Elle prit une douche froide, enfila une robe légère en lin blanc et s'installa à la petite table du salon pour relire les documents de la mission. Tout était clair. Elle devait se présenter dès le lendemain matin au siège de la Fondation, rencontrer l'équipe locale et commencer à coordonner les premières phases du projet. Un travail de terrain, de négociation avec les autorités locales, de supervision budgétaire. Rien de très différent de ce qu'elle avait déjà fait en Jordanie, au Liban ou dans les Balkans.
Leila était habituée à naviguer entre les cultures, à s'adapter, à convaincre. Elle parlait couramment l'arabe classique, le français, l'anglais et l'espagnol. Elle savait écouter, observer, poser les bonnes questions. Elle n'avait pas peur du travail ni des responsabilités. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était l'erreur. Le lendemain matin, Leila se réveilla avant l'aube. Les premiers appels à la prière résonnaient dans la ville, portés par les haut-parleurs des mosquées, et elle resta un instant immobile dans son lit, écoutant cette mélopée qui lui rappelait son enfance à Casablanca, avant que sa famille ne s'installe en France. Elle se leva, prépara un café fort et s'habilla avec soin. Tailleur-pantalon gris anthracite, chemisier blanc, cheveux relevés, maquillage discret. Elle voulait donner une impression de professionnalisme irréprochable. Le siège de la fondation se trouvait dans le quartier des affaires, au 10e étage d'une tour de verre qui reflétait le ciel limpide. Leila présenta ses documents à l'accueil et une assistante souriante la conduisit vers une salle de réunion où l'attendait une petite équipe. Il y avait là 2 coordinateurs locaux, un comptable, une responsable logistique et un homme plus âgé, la cinquantaine, aux tempes grisonnantes, qui se présenta comme Samir Aboud, le directeur régional de la fondation. Il lui serra la main avec chaleur, lui offrit du thé à la menthe et commença à lui expliquer le contexte du projet. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il prononce une phrase qui figea Leila sur place. « Nous sommes ravis de vous accueillir en tant que directrice intérimaire du projet de reconstruction stratégique d'Al-Zahra. » Leila cligna des yeux. « Pardon ? Directrice intérimaire ?» Samir Aboud fronça les sourcils. « Oui, bien sûr. C'est bien la raison de votre venue, non ? Votre nomination a été validée par le conseil d'administration il y a 3 semaines. Il doit y avoir une erreur, dit Leila en posant sa tasse avec précaution. Je suis venue comme consultante juridique pour assister l'équipe, pas comme directrice. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Samir Aboud échangea un regard avec ses collègues, puis sortit une tablette numérique et fit défiler plusieurs documents. Il finit par tendre l'écran à Leila et elle lut, stupéfaite, son propre nom inscrit en haut d'un décret administratif officiel, signé par le président de la fondation et contresigné par une autorité locale dont elle n'avait jamais entendu parler. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais accepté ce poste. » Samir Aboud se redressa, visiblement mal à l'aise. « Mademoiselle Ben Youssef, il semble qu'il y ait eu une confusion dans la transmission des informations. Mais le fait est que votre nomination est officielle. Le projet de reconstruction stratégique est un programme majeur, soutenu directement par le gouvernement d'Al-Zahra. Refuser maintenant créerait des complications diplomatiques. » Leila sentit son pouls s'accélérer. « Des complications diplomatiques ? Mais je ne suis pas qualifié pour diriger un projet d'une telle envergure. Et pourquoi moi ? Il doit y avoir des dizaines de candidats plus expérimentés. C'est justement là que les choses deviennent délicates, répondit Samir Aboud en baissant la voix. Ce projet était initialement réservé à un membre de la famille Al-Nasser, mais des désaccords internes ont bloqué la nomination. Quelqu'un, quelque part, a pris la décision de nommer une personne extérieure pour débloquer la situation. Et votre profil a été retenu. « Mon profil ?» répéta Leila, incrédule. « Mais je ne connais personne ici. Vous êtes arabe, francophone, diplômé des meilleures universités, sans affiliation politique locale. Vous étiez le compromis parfait. » Leila se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol en marbre. « Un compromis ? Vous voulez dire un bouc émissaire ?» Samir Aboud ne répondit pas. Son silence était une confirmation. Leila passa le reste de la journée dans un état de confusion et de colère. Elle appela son agence à Bruxelles, mais on lui confirma que tous les documents de mission mentionnaient bien ce poste de directrice intérimaire. Quelqu'un avait modifié les termes du contrat sans la consulter, ou bien elle avait signé sans lire attentivement. Dans les 2 cas, elle était coincée. Refuser maintenant signifiait rompre un engagement officiel, risquer sa réputation professionnelle et créer un incident diplomatique dont elle serait tenue responsable. Elle rentra chez elle en fin d'après-midi, épuisée et désorientée.
Elle s'assit sur le balcon, regardant le soleil descendre sur la ville, et tenta de réfléchir calmement. Elle avait deux options: partir immédiatement en invoquant l'erreur et en assumant les conséquences, ou rester, accepter ce rôle inattendu et essayer d'en faire quelque chose de positif. Elle pensa au village dont Samir Aboud lui avait parlé, aux familles qui attendaient des écoles, des routes, de l'eau, à ces populations invisibles, oubliées par la richesse de la capitale. Si elle partait, qui prendrait sa place? Quelqu'un qui se souciait vraiment de ces gens ou simplement un autre pion dans un jeu politique? Leila ferma les yeux et prit sa décision. Elle resterait, non pas par naïveté mais par principe. Elle avait consacré sa carrière à défendre les droits des plus vulnérables. Elle ne fuirait pas maintenant, même si elle avait été placée là par erreur. Elle occuperait cette place et elle la mériterait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en acceptant de rester, elle venait de défier un homme qui ne supportait pas qu'on lui résiste. Un homme qui considérait Al-Zahra comme son domaine personnel et qui ne tolérait aucune usurpation, même involontaire, Cheikh Khaled Al-Nasser. La première rencontre eut lieu 3 jours plus tard, dans des circonstances qu'aucun protocole n'avait prévues. Leila avait passé ces 3 jours à s'immerger dans les dossiers du projet. Des centaines de pages de rapports techniques, de budgets, de correspondances avec les ministères locaux, de comptes rendus de réunions antérieures. Elle découvrit rapidement que le projet de reconstruction stratégique n'était pas un simple programme humanitaire. C'était une opération politique majeure, destinée à renforcer l'image du gouvernement dans les régions rurales, à consolider le soutien populaire et à contrer l'influence croissante de certains chefs tribaux qui remettaient en question l'autorité centrale. Le projet touchait à des questions de souveraineté, de légitimité, de pouvoir. Et elle, Laïla Ben Youssef, une étrangère sans attache locale, était censée en prendre la tête. Elle comprit alors pourquoi sa nomination avait créé tant de remous. Elle occupait une place qui aurait dû revenir à un membre de la famille régnante. Une place stratégique, symbolique, presque sacrée dans la logique du pouvoir local. Et quelqu'un, quelque part, avait décidé de briser cette tradition. Mais qui et pourquoi? Le 3e jour, Samir Aboud l'informa qu'une réunion était organisée au Palais Royal. Le ministre de la Planification souhaitait rencontrer la nouvelle directrice du projet. Leila accepta, bien qu'elle sentît une tension inhabituelle dans la voix de Samir. Il lui donna des instructions précises sur le protocole à suivre. Comment s'adresser aux membres du gouvernement, comment s'habiller, comment se comporter. Elle écouta attentivement, mais une partie d'elle était irritée par ces règles rigides. Elle était juriste, pas courtisane. Le palais royal se dressait à l'extrémité nord de la ville, sur une colline qui dominait toute la capitale. C'était un édifice monumental, mélange d'architecture islamique traditionnelle et de modernité audacieuse, avec ses coupoles dorées, ses minarets élancés, ses jardins intérieurs où des fontaines chantaient dans le silence. Une limousine vint chercher Leila à son appartement. Elle portait un tailleur bleu marine, un foulard léger posé sur ses épaules par respect pour le lieu, et ses documents dans une mallette de cuir. Elle était nerveuse, mais elle refusait de le montrer. La voiture franchit plusieurs points de contrôle avant d'entrer dans l'enceinte du palais. Des gardes en uniforme impeccable inspectèrent les papiers, firent un signe et les grilles s'ouvrirent. Leila descendit dans une cour pavée de marbre blanc où un assistant du protocole l'accueillit avec une courtoisie glaciale. Il la conduisit à travers des couloirs interminables ornés de tapis persans et de calligraphies anciennes, jusqu'à une antichambre où on lui demanda de patienter. Elle attendit 20 minutes, puis 30, puis 40. Elle commençait à se demander si on l'avait oubliée lorsque les portes s'ouvrirent enfin, et l'assistant lui fit signe d'entrer. La salle était immense, baignée de lumière naturelle qui filtrait à travers des vitraux colorés. Une longue table en bois précieux occupait le centre, entourée de chaises vides. Mais ce n'était pas le ministre de la Planification qui l'attendait. C'était lui. Cheikh Khaled Al-Nasser se tenait debout près d'une fenêtre, les mains derrière le dos, regardant la ville qui s'étendait à ses pieds.
Il portait un top blanc immaculé, une coiffe traditionnelle retenue par un nagal noir, et malgré la simplicité de sa tenue, il dégageait une autorité qui glaçait le sang. Grand, athlétique, le visage taillé au couteau avec des traits anguleux et une barbe courte parfaitement taillée, il incarnait la puissance et le contrôle absolu. Mais ce qui frappa Leila, ce furent ses yeux. Des yeux sombres, presque noirs, qui se posèrent sur elle avec une intensité qui la figea sur place. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Il se contenta de l'observer, comme s'il jaugeait une menace. Puis, d'une voix grave et posée, il prononça les mots qui allaient tout changer. « Tu occupes ma place ». Leila sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Elle n'avait pas prévu cette confrontation, pas prévu de se retrouver seule face au souverain d'Al-Zahra dans une pièce vide, sans témoin ni protection protocolaire. Elle était prise au piège. Khaled fit un pas vers elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Sais-tu seulement qui je suis ?»« Oui, » répondit-elle enfin, sa voix tremblant légèrement malgré elle. « Vous êtes Cheikh Khaled Al-Nasser. Et sais-tu ce que signifie occuper une place qui ne t'est pas destinée dans ce pays ?» Leila redressa les épaules, luttant contre la peur qui montait en elle. « Je n'ai pas choisi d'occuper cette place. On me l'a attribuée. » « Ou on ?» répéta Khaled avec un sourire froid. « Qui est ce on qui ose redistribuer les cartes de mon propre gouvernement sans ma permission? Je l'ignore, mais je suis ici pour travailler, pas pour défier qui que ce soit. » Khaled s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques pas d'elle. Leila dut lever la tête pour soutenir son regard. Elle refusait de reculer, même si chaque fibre de son corps lui criait de fuir. « Tu es juriste, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui. Alors tu devrais comprendre la notion de légitimité. Ce projet, ce poste, cette place, tout cela appartient à ma famille depuis des générations. Et toi, tu arrives étrangère, sans aucun lien avec cette terre, et tu t'installes comme si de rien n'était. »« Je ne me suis pas installée, » répliqua Leila, sa voix se raffermissant. « J'ai été nommée par une organisation internationale reconnue. Si vous avez un problème avec cette nomination, adressez-vous aux responsables, pas à moi. » Le silence qui suivit fut électrique. Khaled ne s'attendait manifestement pas à ce qu'elle lui réponde de cette manière. Les gens ne lui parlaient pas ainsi. Personne n'osait. Et pourtant, cette femme, cette Leila Ben Youssef, le regardait droit dans les yeux avec une détermination qui le désarçonnait autant qu'elle l'irritait. « Tu as du courage, » dit-il finalement. « Ou de l'inconscience. Je ne sais pas encore. Peut-être les deux, » répondit Leila. « Mais je suis ici pour aider les populations de votre émirat, pas pour jouer à des jeux politiques. » Khaled croisa les bras, son regard se durcissant. « Tout est politique ici. Et si tu crois que tu peux ignorer ce fait, tu te trompes lourdement. » « Alors expliquez-moi, » lança Leila, sa frustration prenant le dessus sur sa prudence. « Expliquez-moi. Pourquoi un projet destiné à construire des écoles et des centres de santé pour des villages oubliés est devenu une affaire d'État? Expliquez-moi pourquoi ma nomination dérange tant. Expliquez-moi ce que j'ai fait de mal en acceptant de travailler pour le bien de votre peuple. » Khaled la fixa longuement. Et pour la première fois, Leila crut voir passer quelque chose d'autre dans ses yeux. Une lueur de surprise, peut-être même de respect, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. « Tu ne comprends pas, » dit-il enfin, « et c'est précisément pour cela que tu es dangereuse. » Sur ces mots, il se détourna et quitta la pièce sans un regard en arrière, laissant Leila seule, tremblante, au milieu de cette salle immense et silencieuse. Elle resta immobile pendant de longues minutes, essayant de reprendre son souffle, de calmer les battements de son cœur. Elle venait de défier le souverain absolu d'Al-Zahra. Elle venait de lui tenir tête, de lui répondre, de refuser de s'excuser pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Et elle savait que cela aurait des conséquences. Des conséquences qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mais une chose était certaine. Cheikh Khaled Al-Nasser n'allait pas la laisser tranquille, et elle venait de comprendre que la véritable bataille ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent cette première confrontation furent marqués par un silence pesant. Leila ne reçut aucune nouvelle du palais,
Aucune convocation, aucun message. C'était comme si leur rencontre n'avait jamais eu lieu. Mais elle savait que c'était une illusion. On l'observait, on la surveillait, on attendait qu'elle fasse un faux pas. Elle le sentait dans les regards furtifs des employés de la fondation, dans l'attitude soudainement distante de Samir Aboud, dans le silence qui s'installait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle était devenue une personne problématique, une source de tension, et personne ne voulait être associé à elle. Mais Leila refusait de se laisser intimider. Elle plongea dans le travail avec une détermination féroce. Elle étudia les cartes des régions rurales, analysa les budgets, rencontra les coordinateurs locaux, interrogea les ingénieurs sur les besoins en infrastructure. Elle passa des heures au téléphone avec des ONG internationales, des experts en développement, des représentants des communautés locales. Elle voulait comprendre, maîtriser chaque aspect du projet pour que personne ne puisse l'accuser d'incompétence ou de négligence. Le projet de reconstruction stratégique couvrait 5 villages situés à l'est de la capitale, dans une zone aride où les ressources en eau étaient limitées et où les températures pouvaient atteindre 50 degrés en été. Les populations vivaient principalement de l'élevage de chèvres et de la culture de dattes, mais les conditions étaient difficiles et beaucoup de jeunes partaient vers la ville en quête de meilleures opportunités. Le gouvernement avait promis depuis des années de construire des écoles, des centres de santé, des routes, mais rien n'avait été fait. Le projet était devenu un symbole de l'indifférence du pouvoir central envers ces populations marginalisées. Leila décida qu'elle devait voir ces villages de ses propres yeux. Samir Aboud tenta de l'en dissuader, arguant que ce n'était pas le bon moment, que les conditions de sécurité n'étaient pas optimales, que le protocole exigeait une autorisation préalable du ministère. Mais Leila insista. Elle n'allait pas diriger un projet sans connaître les bénéficiaires. Finalement, Samir céda et organisa une visite pour le lendemain, avec une escorte de sécurité et un traducteur. Ils partirent à l'aube, dans un convoi de 2 véhicules tout-terrain. Leila s'installa à l'arrière du premier, accompagné du traducteur, un jeune homme nommé Youssef qui parlait le dialecte local et qui connaissait bien la région. Le trajet dura 3 heures sur une route cabossée qui serpentait à travers le désert. Le paysage était d'une beauté austère, des étendues de sable ocre et de rochers rouges sous un ciel d'un bleu impitoyable. De temps en temps, ils croisaient des campements de bédouins, des troupeaux de chèvres, des carcasses de voitures abandonnées. Leila regardait par la vitre, fascinée et troublée par cette réalité si différente de la capitale clinquante qu'elle avait laissée derrière elle. Le premier village qu'ils visitèrent s'appelait Al-Kariat, une trentaine de maisons en terre crue, disposées autour d'un puits central, avec quelques palmiers qui offraient une ombre maigre. Les habitants, prévenus de leur arrivée, s'étaient rassemblés sur la petite place. Des hommes en tunique traditionnelle, des femmes voilées qui observaient de loin, des enfants pieds nus qui couraient entre les maisons. Le chef du village, un homme âgé, au visage buriné par le soleil et le vent, s'avança pour les accueillir. Il serra la main de Youssef, puis se tourna vers Leila avec une expression de surprise à peine dissimulée. Une femme, une étrangère, à la tête du projet. Il ne dit rien, mais Leila comprit qu'elle devrait prouver sa légitimité ici aussi. Youssef traduisit les salutations et le chef les invita à visiter le village. Ils marchèrent dans les ruelles étroites, inspectant les maisons délabrées, le puits dont l'eau était saumâtre, l'école improvisée dans une grange où une trentaine d'enfants s'entassaient sur le sol, sans livres ni matériel. Leila posa des questions, prit des notes, écouta les doléances. Les habitants parlaient de la sécheresse, des maladies, du manque de médecins, de l'absence de routes qui les isolait du reste du pays. Ils parlaient aussi de leur fierté, de leur attachement à cette terre, de leur refus de tout abandonner pour aller vivre dans des bidonvilles autour de la capitale. Ils voulaient juste une vie digne, ici, dans leur village. Leila fut profondément touchée par leur dignité, par leur résilience.
Elle comprit que ce projet n'était pas une simple question de construction d'infrastructures. C'était une question de reconnaissance, de respect, de justice. Ces gens avaient été oubliés, méprisés, ignorés par un pouvoir qui ne voyait en eux que des sujets marginaux sans importance politique. Et elle, Leila, avait la responsabilité de changer cela. Même si elle n'avait pas choisi cette place, elle allait tout faire pour la mériter. En fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à repartir, le chef du village s'approcha de Leila et lui tendit un petit objet enveloppé dans un tissu. Elle l'ouvrit délicatement et découvrit une pierre lisse et blanche gravée de motifs géométriques. « C'est un talisman de notre tribu », expliqua Youssef. « Il dit que vous en aurez besoin pour affronter les tempêtes qui viennent. » Leila regarda le vieil homme dans les yeux et vit une lueur de compréhension, presque de compassion. Il savait qu'elle était prise dans un jeu qui la dépassait. Elle le remercia en arabe, serra le talisman dans sa main et remonta dans le véhicule. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus simplement faire son travail et ignorer le contexte politique. Elle était au centre d'une lutte de pouvoir dont elle ne comprenait pas encore tous les enjeux. Quelqu'un avait voulu la placer là, quelqu'un d'autre voulait la faire partir. Et Cheikh Khaled Al-Nasser, lui, la considérait comme une menace. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui, dans sa présence, dérangeait tant le souverain d'Al-Zahra? La réponse commença à se dessiner quelques jours plus tard, lors d'une réunion au ministère de la Planification. Leila avait été convoquée pour présenter son plan d'action. Elle arriva avec une présentation détaillée, des budgets révisés, des échéanciers réalistes. La salle était remplie de fonctionnaires, de conseillers, de représentants des différents ministères. Et, assis au fond de la salle, bras croisés et regards impénétrables, se trouvait Cheikh Khaled Al-Nasser. Leila sentit son estomac se nouer, mais elle ne laissa rien paraître. Elle se plaça devant l'écran, ouvrit sa présentation et commença à parler. Elle expliqua les priorités, les besoins identifiés, les solutions proposées. Elle parla avec clarté, avec conviction, s'appuyant sur des données concrètes et des témoignages recueillis sur le terrain. Elle savait qu'elle était bonne dans cet exercice. C'était son métier, sa passion. Convaincre, argumenter, défendre des causes. Pendant toute la présentation, elle évita soigneusement de regarder Khaled. Mais elle sentait son regard sur elle, constant, pesant. Lorsqu'elle eut terminé, le ministre de la Planification, un homme corpulent au sourire obséquieux, prit la parole pour la féliciter. D'autres fonctionnaires posèrent des questions, auxquelles elle répondit avec assurance. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que Khaled se lève. Le silence tomba instantanément dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'avança lentement vers le devant de la pièce, les mains derrière le dos, et s'arrêta à quelques mètres de Leila. Puis il parla d'une voix calme mais tranchante comme une lame. « Mademoiselle Ben Youssef, votre présentation est impressionnante. Vous maîtrisez les chiffres, les procédures, les protocoles. Mais dites-moi, comprenez-vous réellement les enjeux de ce projet ?» Leila redressa les épaules. « Je crois que oui, Votre Altesse. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et de renforcer la cohésion sociale. » Khaled esquissa un sourire froid. « Vous parlez comme un manuel de développement. Mais ce projet n'est pas qu'une question de route et d'école. C'est une question de loyauté, de tradition, de légitimité. Ces villages sont sous l'autorité de chefs tribaux qui ont des liens historiques avec ma famille. En intervenant directement, vous bouleversez un équilibre subtil qui existe depuis des générations. Avec tout le respect que je vous dois, répliqua Leila, cet équilibre a condamné ces populations à la pauvreté et à l'isolement. Si les traditions empêchent le progrès, alors peut-être qu'il est temps de les remettre en question. Un murmure parcourut la salle. Quelqu'un avait osé contredire le cher, publiquement. Khaled ne scia pas, mais Leila vit une lueur dangereuse s'allumer dans ses yeux. « Vous êtes bien audacieuse pour quelqu'un qui ne connaît ce pays que depuis quelques semaines, » dit-il. « Vous croyez pouvoir tout changer avec vos diplômes occidentaux et vos bonnes intentions ? Mais vous ignorez les forces profondes qui régissent cette société. Et cette ignorance pourrait avoir des conséquences
que vous ne mesurez pas. Leila sentit la colère monter en elle. Je ne prétends pas tout savoir, mais je sais reconnaître l'injustice. Et je sais aussi que le changement ne vient jamais de ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo. Le silence qui suivit fut assourdissant. Khaled la fixa pendant de longues secondes, et elle soutint son regard sans fléchir. Puis, sans un mot, il tourna les talons et quitta la salle. Les fonctionnaires échangèrent des regards embarrassés. Le ministre de la Planification s'empressa de clore la réunion, et Leila se retrouva seule, tremblante de colère et d'adrénaline. Elle avait gagné cette bataille, mais elle savait qu'elle venait de se faire un ennemi puissant. Les jours passèrent, et la tension ne fit que croître. Leila poursuivit son travail avec acharnement, mais elle commença à rencontrer des obstacles inexplicables. Des autorisations qui tardaient à être délivrées, des budgets qui se retrouvaient soudainement bloqués, des fournisseurs qui se rétractaient sans raison, des réunions qui étaient annulées au dernier moment. Elle comprit rapidement que quelqu'un sabotait le projet, et ce quelqu'un ne pouvait être que Khaled. Elle décida de l'affronter directement. Elle demanda une audience au palais, ce qui lui fut refusé. Elle envoya des courriers officiels qui restèrent sans réponse. Elle tenta de le joindre par l'intermédiaire de ses conseillers en vain. Khaled Al-Nasser était devenu un fantôme, omniprésent mais inaccessible. Et pendant ce temps, le projet stagnait, les populations attendaient, et Leila se sentait impuissante. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle épuisée et frustrée, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste son nom écrit à la main. Elle l'ouvrit avec méfiance et découvrit une invitation. Une invitation à un événement privé au palais. Un gala de bienfaisance organisé en l'honneur de la Fondation internationale pour le développement humain. La présence de tous les responsables de projet était requise, y compris la sienne. Leila comprit immédiatement que c'était un piège, ou un test, ou peut-être les deux. Mais elle n'avait pas le choix. Refuser serait perçu comme une insulte. Et elle avait besoin de cette occasion pour affronter Khaled, pour comprendre ce qu'il voulait vraiment, pour trouver un moyen de débloquer la situation. Le gala avait lieu 3 jours plus tard. Leila acheta une robe longue bleu nuit, simple mais élégante, et se prépara avec soin. Elle n'était pas habituée à ce genre d'événements mondains. Elle préférait les terrains boueux et les salles de réunion poussiéreuses aux salons dorés et aux conversations superficielles. Mais elle savait jouer le jeu quand c'était nécessaire. La soirée commença à 20h. Le palais était illuminé de 1000 feux et des dizaines de limousines déposaient des invités en tenue de soirée. Leila entra dans le grand hall d'apparat où des lustres en cristal diffusaient une lumière douce sur des murs ornés de mosaïques et de calligraphies anciennes. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de mets raffinés. Un orchestre jouait de la musique classique dans un coin de la salle. Tout était parfait, contrôlé, codifié. Leila accepta une coupe de champagne et se mêla à la foule, écoutant les conversations, observant les interactions. Elle reconnut plusieurs personnalités, des diplomates, des hommes d'affaires, des responsables d'ONG. Tout le monde semblait connaître tout le monde. Elle se sentait étrangère, invisible, et cela la mettait mal à l'aise. Puis, soudain, un silence se fit. Leila leva les yeux et le vit. Cheikh Khaled Al-Nasser venait de faire son entrée, accompagné d'un cortège de conseillers et de gardes. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé, et sa présence emplissait la salle. Tous les regards convergeaient vers lui. Il salua quelques invités, échangea quelques mots, puis ses yeux parcoururent l'assemblée, et ils se posèrent sur Leila. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla suspendu. Puis Khaled se dirigea vers elle, traversant la foule qui s'écartait respectueusement sur son passage. Leila sentit son pouls s'accélérer. Elle posa sa coupe sur un plateau et attendit, droite et immobile, refusant de montrer sa nervosité. Khaled s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir son parfum, un mélange de bois de santal et d'épices. Il la regarda longuement, sans sourire, puis parla d'une voix basse qui n'était destinée qu'à elle. « Vous êtes venu. J'ai été invité, » répondit Leila. « Et vous n'avez pas peur ? De quoi devrais-je avoir peur ?
Un sourire imperceptible effleura les lèvres de Khaled. De moi, peut-être. Layla soutint son regard. Je ne vous crains pas, Votre Altesse. Vous devriez. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir de me détruire. Khaled se pencha légèrement vers elle, et sa voix se fit encore plus basse. Parce que vous jouez un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Et dans ce jeu, les perdants disparaissent. Layla sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne recula pas. Alors expliquez-moi les règles. Khaled resta silencieux un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis il tendit la main. Dansez avec moi. Layla cligna des yeux, surprise. Quoi? Dansez avec moi, répéta-t-il. Tout le monde nous regarde. Refuser serait une insulte publique. Et je suis sûr que vous ne voulez pas créer un incident diplomatique. Layla comprit qu'elle était piégée. Elle posa sa main dans la sienne et il la conduisit vers le centre de la salle, où quelques couples dansaient déjà. L'orchestre jouait une valse lente. Khaled plaça une main sur sa taille, l'autre tenant la sienne, et ils commencèrent à danser. C'était irréel. Layla se retrouvait dans les bras de l'homme qui voulait la faire partir, au milieu d'une salle remplie de regards scrutateurs, dansant comme si tout allait bien. Elle sentait la chaleur de sa main sur sa taille, la force de son corps si proche du sien, et cela la troublait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Pourquoi faites-vous cela » murmura-t-elle. « Parce que c'est ce qu'on attend de moi » répondit Khaled. « Je suis le souverain, je dois maintenir les apparences, même avec mes ennemis. Je ne suis pas votre ennemi. » Vraiment? Il la fit tourner avec une aisance déconcertante. Alors pourquoi refusez-vous de partir? Pourquoi persistez-vous à occuper une place qui ne vous appartient pas? Parce que cette place m'a été donnée et parce que je crois en ce projet. Vous croyez que vous pouvez changer les choses. Sa voix était empreinte d'une tristesse inattendue. Mais vous ne comprenez pas. Ici, tout est déjà écrit. Les rôles sont distribués. Les destins sont tracés. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Layla leva les yeux vers lui et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une fatigue, une lassitude. Comme si derrière le masque du souverain tout-puissant se cachait un homme prisonnier de son propre pouvoir. « Et vous » demanda-t-elle doucement. « Vous êtes satisfait de votre rôle ?» Khaled ne répondit pas immédiatement. Il continua de danser, son regard perdu quelque part au-delà de la salle. Puis, si bas qu'elle crut avoir imaginé ces mots, il murmura « On ne m'a jamais demandé si je l'étais ». La musique s'arrêta. Khaled relâcha Layla et recula d'un pas. Il la salua avec une courtoisie froide, puis se détourna et disparut dans la foule. Layla resta immobile, le cœur battant, désorientée par cette rencontre étrange. Elle venait de voir une faille dans l'armure du Cher, une faille minuscule, presque imperceptible mais réelle. Et cela changeait tout. Peut-être que Khaled Al-Nasser n'était pas simplement un tyran qui refusait le changement. Peut-être était-il, lui aussi, prisonnier d'un système qui le dépassait. Peut-être qu'ils avaient plus en commun qu'elle ne l'avait cru. Cette nuit-là, Layla rentra chez elle troublée et incapable de dormir. Elle repensait à cette danse, à ces mots, à ce regard fatigué. Elle se demandait ce qui se cachait vraiment derrière la façade impénétrable du souverain d'Al-Zahra. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle ne voyait plus en lui un adversaire, mais un mystère qu'elle avait envie de comprendre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Khaled, lui aussi, était troublé. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait osé le regarder en face, le contredire, le défier. Et au lieu de ressentir de la colère, il ressentait autre chose. Quelque chose de dangereux, quelque chose qui ressemblait à du respect, ou peut-être même à de l'admiration. Il était dans son bureau privé, seul, regardant la ville endormie à travers la fenêtre. Il pensait à Layla Ben Youssef, à sa détermination, à son courage, à cette façon qu'elle avait de ne jamais baisser les yeux. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne cherchait ni à lui plaire, ni à profiter de lui. Elle voulait juste faire son travail. Et cela le fascinait autant que cela le dérangeait. Il savait qu'il devait la faire partir, pour préserver l'ordre, pour maintenir les traditions, pour éviter un conflit avec les membres de sa famille qui voyaient en elle une insulte.
Mais une partie de lui, une partie qu'il avait longtemps ignorée, ne voulait pas qu'elle parte. Une partie de lui voulait voir jusqu'où elle irait, jusqu'où elle oserait aller. Khaled ferma les yeux et soupira. Il était le souverain d'Al-Zahra. Il avait le pouvoir de décider du sort de millions de personnes. Mais face à cette femme, il se sentait étrangement démuni. Et cela le terrifiait. Les semaines qui suivirent le gala furent étranges et imprévisibles. Quelque chose avait changé entre Leila et Khaled, même s'ils ne se voyaient que rarement et toujours dans des contextes officiels. Les obstacles qui bloquaient le projet commencèrent mystérieusement à disparaître. Les autorisations furent délivrées, les budgets débloqués, les fournisseurs revinrent. Leila ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle ne posa pas de questions. Elle profita de cette accalmie pour avancer rapidement, organiser les premières phases de construction, recruter des équipes locales, établir des partenariats avec les villages. Elle retourna plusieurs fois à Al-Qaryat et dans les autres villages concernés par le projet. Chaque visite renforçait sa conviction qu'elle était à sa place, qu'elle faisait quelque chose d'important. Les habitants commençaient à lui faire confiance, à voir en elle non pas une étrangère, mais une alliée. Les femmes, surtout, s'ouvraient à elle, lui parlaient de leurs difficultés, de leurs rêves pour leurs enfants. Leila organisait des réunions communautaires, écoutait les doléances, ajustait les plans en fonction des besoins réels. Elle ne voulait pas imposer une vision occidentale du développement. Elle voulait construire avec les populations, pas pour elle. Un jour, alors qu'elle inspectait le chantier de la première école en construction, elle reçut un message inattendu sur son téléphone. Un numéro inconnu, un texte bref et énigmatique. Demain, 16 h, jardin botanique du palais, venez seul. Pas de signature. Mais Leila savait qui l'avait envoyé. Elle sentit son cœur s'emballer. Khaled voulait la voir, en privé. Sans témoin ni protocole. Elle hésita toute la nuit. C'était peut-être une erreur, peut-être un piège. Mais sa curiosité fut plus forte que sa prudence. Le lendemain, à 15 h 50, elle se présenta aux grilles du palais. Un garde, visiblement prévenu, la laissa passer et la conduisit à travers des allées ombragées jusqu'au jardin botanique. Un havre de paix caché derrière les murs du palais, où des centaines d'espèces de plantes rares poussaient dans des serres climatisées et des bassins artificiels. Khaled l'attendait près d'une fontaine, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, sans sa coiffe traditionnelle. Il semblait plus jeune, plus accessible, presque vulnérable. Lorsqu'il la vit arriver, il esquissa un sourire, le premier véritable sourire que Leila lui voyait. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Leila s'approcha, sur ses gardes. « Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ?» Khaled désigna un banc à l'ombre d'un palmier. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit et il prit place à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, écoutant le murmure de l'eau et le chant des oiseaux. « Je voulais m'excuser », dit finalement Khaled. Leila tourna la tête vers lui, surprise. « Vous excusez ? Pour la façon dont je vous ai traité depuis votre arrivée, pour les obstacles que j'ai mis sur votre chemin, pour avoir essayé de vous faire partir. » Il la regarda et elle vit de la sincérité dans ses yeux. « J'avais tort. » Leila ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé entendre ces mots de la bouche du souverain d'Al-Zahra. Khaled continua, sa voix empreinte d'une émotion contenue. « Quand vous êtes arrivé, j'ai cru que vous étiez une menace, une intrusion dans un système que je contrôlais depuis des années. Je pensais que vous alliez tout détruire, tout bouleverser. Mais j'avais tort. Vous n'êtes pas venu pour détruire. Vous êtes venu pour construire. Et vous le faites mieux que n'importe qui d'autre aurait pu le faire. »« Je ne comprends pas, » murmura Leila. « Pourquoi ce changement ?» Khaled se leva et fit quelques pas vers la fontaine, les mains dans les poches. « Parce que vous m'avez forcé à regarder ce que je refusais de voir, les populations que j'ai négligées, les traditions que je maintiens par habitude, pas par conviction. L'homme que je suis devenu, un souverain, oui, mais aussi un prisonnier. » Il se retourna vers elle, et Leila vit une douleur profonde dans ses yeux. « J'ai hérité de ce trône à 23 ans, après la mort brutale de mon père.
Je n'étais pas prêt. Je ne voulais pas de cette vie. Mais je n'avais pas le choix. Alors, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai maintenu l'ordre, préservé les traditions, consolidé le pouvoir. J'ai tout sacrifié. Mes rêves, ma liberté, ma vie personnelle. Et je me suis convaincu que c'était nécessaire, que c'était mon devoir. Leila se leva à son tour et s'approcha de lui. Et maintenant? Maintenant, je me demande si j'ai eu raison, si ce sacrifice en valait la peine, si je ne suis pas devenu exactement ce que je ne voulais pas être, un souverain qui règne, mais qui ne vit pas. Leila sentit quelque chose se briser en elle, cette barrière qu'elle avait érigée entre eux, cette distance professionnelle qu'elle maintenait par prudence. Elle voyait maintenant l'homme derrière le masque. Un homme seul, fatigué, qui portait un fardeau trop lourd pour ses épaules. « Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier », dit-elle doucement. « Vous avez le pouvoir de changer les choses. » Khaled secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Chaque décision que je prends affecte des milliers de personnes. Chaque changement que j'initie provoque des résistances, des conflits, des dangers. Je ne peux pas simplement suivre mes désirs personnels. Mais vous pouvez choisir quel genre de souverain vous voulez être. » Leila fit un pas vers lui. « Vous pouvez choisir de gouverner avec compassion, avec justice, avec courage. Vous pouvez choisir d'écouter votre conscience plutôt que les traditions. » Khaled la regarda intensément et quelque chose passa entre eux. Une connexion profonde, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Il tendit la main et, très doucement, écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur le visage de Leila. Ce geste, si intime et si inattendu, les figea tous les deux. « Vous êtes dangereuse, Leila Ben Youssef », murmura Khaled. « Vous me faites croire que je peux être différent, que je peux choisir, que je peux... » Il s'interrompit, et Leila comprit ce qu'il n'osait pas dire, qu'il pouvait aimer, qu'il pouvait être aimé, qu'il pouvait être heureux. Mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone de Khaled sonna. Il sursauta, recula d'un pas et répondit avec brusquerie. Son visage se ferma instantanément. Il écouta quelques secondes, puis raccrocha. « Je dois partir, dit-il, sa voix redevenue froide et distante. Il y a une réunion urgente. » Leila hocha la tête, déçue, mais pas surprise. La réalité les rattrapait toujours. Khaled fit quelques pas, puis se retourna une dernière fois. « Ce que nous avons commencé aujourd'hui, » il hésita. « Cela ne peut pas continuer. Vous le savez, n'est-ce pas ?»« Pourquoi ?» demanda Leila, même si elle connaissait déjà la réponse. « Parce que je suis promis à une alliance matrimoniale avec la fille du cher voisin. Un accord conclu il y a des années pour préserver la stabilité régionale. Je ne peux pas y renoncer sans provoquer une crise diplomatique. Donc vous allez épouser une femme que vous n'aimez pas pour des raisons politiques. C'est mon devoir. » Leila sentit la colère monter en elle. « Votre devoir, toujours votre devoir. Et qu'en est-il de votre bonheur, de votre droit à choisir votre propre vie ?» Khaled ne répondit pas. Il se contenta de la regarder avec une tristesse infinie. Puis il s'en alla, la laissant seule dans le jardin. Les semaines qui suivirent furent un enfer pour Leila. Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à Khaled, à cette conversation dans le jardin, à ce moment où ils avaient failli franchir une ligne qu'ils ne devaient pas franchir. Elle se sentait ridicule. Elle était tombée amoureuse d'un homme inaccessible, d'un souverain qui ne lui appartiendrait jamais. Elle avait brisé sa propre règle, ne jamais mélanger le personnel et le professionnel. Et maintenant, elle en payait le prix. Mais elle n'était pas la seule à souffrir. Khaled, enfermé dans son palais, était torturé par des sentiments qu'il ne pouvait plus ignorer. Il pensait à Leila constamment, à son courage, à sa passion, à cette façon qu'elle avait de croire en lui, alors que lui-même avait cessé de croire. Il voulait la revoir, lui parler, être avec elle, mais il ne pouvait pas. Il était pris au piège de ses obligations, de ses devoirs, de son rôle. Et pendant ce temps, les préparatifs du mariage avançaient. La date avait été fixée, 3 mois.
Dans 3 mois, Khaled épouserait une femme qu'il connaissait à peine, et Leila serait condamnée à le regarder de loin, à assister à la destruction de ce qui aurait pu être. Mais le destin, comme souvent, avait d'autres plans. Un matin, Leila fut convoquée d'urgence au siège de la fondation. Samir Aboud l'attendait, accompagné de 2 hommes en costume qu'elle ne connaissait pas. Des membres du gouvernement, comprit-elle immédiatement. L'un d'eux, un homme au visage sévère, prit la parole sans préambule. « Mademoiselle Ben Youssef, des accusations graves ont été portées contre vous. On vous accuse d'avoir détourné des fonds du projet, d'avoir manipulé les budgets et d'avoir agi dans l'intérêt d'organisations étrangères hostiles à l'émirat. » Leila sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? C'est absurde? Nous avons des preuves. » L'homme sortit une chemise et la posa sur la table. Des virements bancaires suspects, des correspondances avec des entités non identifiées, des modifications de documents officiels. Leila ouvrit la chemise et parcourut les documents. C'était un montage évident et grossier, des faux, fabriqués pour la discréditer. Mais qui avait fait ça et pourquoi maintenant? C'est un coup monté, dit-elle d'une voix tremblante. Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Peut-être, mais nous devons enquêter. En attendant, vous êtes suspendu de vos fonctions. Leila sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de pleurer devant eux. Qui a porté ces accusations? L'homme ne répondit pas. Il se contenta de ranger les documents et de quitter la pièce, suivi de son collègue. Samir Aboud resta visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé, Leila, » murmura-t-il. « Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais c'est grave, très grave. » Leila rentra chez elle dans un état de choc. Elle comprit rapidement que le scandale était déjà en train de se propager. Des articles apparaissaient dans les médias locaux, la dépeignant comme une opportuniste occidentale venue profiter de la générosité de l'émirat. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Elle recevait des messages haineux, des menaces. Elle était devenue du jour au lendemain l'ennemi public numéro 1. Et le pire, c'est qu'elle savait qui était derrière tout ça. Pas Khaled. Il ne ferait jamais une chose pareille. Mais des membres de sa famille, des conseillers conservateurs qui voyaient en elle une menace, qui voulaient la détruire pour protéger leur pouvoir. Et Khaled, prisonnier de ses obligations, ne pouvait rien faire pour l'aider. Ou ne voulait pas. Cette nuit-là, Leila pleura pour la première fois depuis son arrivée à Al-Zahra. Elle pleura de rage, de frustration, de désespoir. Elle avait tout donné pour ce projet, pour ses populations, pour cet émirat. Et voilà comment on la remerciait. En la salissant, en la détruisant, en la chassant, elle était prête à abandonner, à faire ses valises et à rentrer en Europe, à oublier Al-Zahra, à oublier Khaled, à reprendre sa vie d'avant. Mais le lendemain matin, elle reçut une visite inattendue. On frappa à sa porte. Elle ouvrit, méfiante, et se retrouva face à une femme âgée, vêtue d'un abaya noir, le visage en partie voilé. Derrière elle se tenait une jeune fille qui portait un panier. « Mademoiselle Ben Youssef ?» demanda la femme d'une voix douce. « Oui, je suis Fatima, du village d'Al-Kariat. Nous avons entendu ce qu'on dit sur vous, et nous sommes venus vous dire que nous ne les croyons pas. » Leila sentit sa gorge se nouer. « Vous êtes venue jusqu'ici pour me dire ça ?» Fatima hocha la tête. « Vous avez été bonne avec nous. Vous nous avez écoutés. Vous nous avez respectés. Nous savons qui vous êtes. Et nous voulons que vous sachiez que nous sommes avec vous. » La jeune fille tendit le panier à Leila. À l'intérieur se trouvaient des dattes fraîches, du pain fait maison et des dizaines de petits papiers pliés. Leila en déplia un au hasard. C'était un message écrit en arabe. « Merci pour l'école, ne partez pas. » Leila éclata en sanglots. Ces gens, ces populations qu'elle essayait d'aider, étaient venus la soutenir au moment où elle en avait le plus besoin. Ils n'avaient rien, mais ils lui offraient tout ce qu'ils avaient, leur confiance, leur gratitude, leur affection. « Merci », murmura-t-elle entre 2 sanglots. « Merci infiniment. » Fatima sourit et posa une main sur son épaule. « Ne les laissez pas gagner, petite. Vous êtes plus forte qu'eux. » Après leur départ, Leila s'assit sur son canapé et relut tous les messages. Il y en avait des dizaines, venant de différents villages, de différentes familles. Tous disaient la même chose.
Restez, battez-vous, nous croyons en vous. Et c'est à ce moment-là que Leila prit sa décision. Elle ne partirait pas, elle ne fuirait pas, elle se battrait pour ses gens, pour ce projet, pour elle-même. Et si Khaled ne voulait pas l'aider, elle se battrait seule. Le lendemain, elle convoqua une conférence de presse. Les journalistes, intrigués, vinrent en masse. Leila se présenta devant eux, calme et déterminée, et présenta les preuves de son innocence. Des relevés bancaires authentiques, des témoignages de partenaires locaux, des lettres de soutien des villages. Elle démontra point par point que les accusations étaient fausses, qu'il s'agissait d'un montage destiné à la discréditer. Et elle lança un défi public, que ceux qui l'accusaient présentent leurs preuves devant un tribunal indépendant. La conférence de presse fit sensation. Les médias internationaux s'emparèrent de l'affaire. Des ONG dénoncèrent une tentative de sabotage. L'opinion publique commença à basculer en faveur de Leila. Le gouvernement d'Al-Zahra se retrouva sous pression. Et Khaled, dans son palais, regardait tout cela avec un mélange d'admiration et de désespoir. Il savait qui avait orchestré ce coup monté. Son oncle, un homme conservateur et influent, qui voyait en Leila une menace pour l'ordre établi. Khaled avait essayé de l'arrêter, mais il avait échoué. Et maintenant, il devait choisir. Sacrifier Leila pour maintenir la paix au sein de sa famille, ou la défendre et risquer un conflit interne qui pourrait déstabiliser tout l'émirat. Ce soir-là, Khaled convoqua son conseil. Une réunion d'urgence à huis clos où il fit face à son oncle et aux autres membres conservateurs de la famille. La discussion fut houleuse. Son oncle exigea l'expulsion immédiate de Leila. D'autres conseillers soutenaient cette position. Mais Khaled, pour la première fois de sa vie, refusa de céder. « Cette femme est innocente », dit-il d'une voix ferme. « Et vous le savez tous, ce qui s'est passé est une honte, une manipulation politique indigne de notre nation. Elle occupe une place qui devrait revenir à notre famille », protesta son oncle. « Non », répliqua Khaled, « cette place devrait revenir à la personne la plus compétente. Et c'est elle. Elle a fait plus en quelques mois que nous n'avons fait en des années. Elle a redonné espoir à des populations que nous avions oubliées. Elle mérite notre respect, pas notre mépris. » Le silence tomba dans la salle. Personne n'avait jamais entendu Khaled parler ainsi, avec autant de passion, autant de conviction. « Et si je décidais de la soutenir publiquement ?» continua Khaled. « Si je révélais la vérité sur ce qui s'est passé, si je dissolvais l'accord de mariage pour choisir ma propre voie, que feriez-vous » Son oncle se leva, furieux. « Tu signerais l'arrêt de mort de cette dynastie ? Peut-être, dit Khaled calmement, ou peut-être que je la sauverai, en montrant que nous sommes capables d'évoluer, de changer, de devenir meilleurs. » La réunion se termina dans la confusion. Khaled avait lancé un ultimatum. Il allait défendre Leila, quelles qu'en soient les conséquences. Et 2 jours plus tard, il tint sa promesse. Devant un parterre de journalistes et de caméras, Khaled Al-Nasser, souverain d'Al-Zahra, fit une déclaration historique. Il révéla le complot contre Leila. Il présenta ses excuses publiques. Il annonça la dissolution de son accord de mariage. Et il nomma officiellement Leila Ben Youssef comme directrice permanente du projet de reconstruction stratégique, avec son soutien total et inconditionnel. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Dans tout le pays, dans toute la région, dans le monde entier, un souverain absolu qui renonçait à un mariage arrangé, qui défendait une femme étrangère, qui remettait en question les traditions de sa propre famille. C'était du jamais vu. Les jours qui suivirent furent chaotiques. Des manifestations de soutien à Khaled éclatèrent dans la capitale, mais aussi des protestations de conservateurs scandalisés. La famille royale était divisée. Le pays était en ébullition. Mais Khaled tenait bon. Il savait qu'il avait pris la bonne décision. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas agi par devoir, mais par conviction, par amour. Leila, elle, était bouleversée. Elle avait regardé la conférence de presse en direct, incapable de croire ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait. Khaled avait tout risqué pour elle. Son trône, sa famille, son avenir. Et elle comprenait maintenant ce que cela signifiait.
Elle se rendit au palais le soir même. Les gardes, cette fois, ne l'arrêtèrent pas. On la conduisit directement aux appartements privés de Khaled. Ils l'attendaient sur une terrasse qui dominait la ville illuminée. Lorsqu'elle entra, il se retourna et leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles, silencieux. Puis Leila traversa la terrasse en courant et se jeta dans ses bras. Ils s'embrassèrent, comme si leur vie en dépendait. Un baiser passionné, désespéré, libérateur. Toute la tension, toute la frustration, tous les sentiments refoulés explosèrent dans cet instant. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Leila avait les larmes aux yeux. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-elle. « Parce que je ne voulais plus vivre dans un mensonge, » répondit Khaled. « Parce que tu m'as montré qu'il existait une autre voie. Parce que je t'aime, Leila. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. » Leila ferma les yeux, submergée par l'émotion. « Je t'aime aussi, mais tu as tout sacrifié pour moi. »« Non !» dit Khaled en prenant son visage entre ses mains. « Je n'ai rien sacrifié, j'ai gagné ma liberté, j'ai gagné mon bonheur, je t'ai gagné, toi. » Ils restèrent enlacés longtemps, regardant la ville s'endormir sous les étoiles. Ils savaient que les défis ne faisaient que commencer, que des obstacles se dresseraient sur leur chemin, que des ennemis chercheraient à les séparer. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils étaient plus forts, qu'ensemble, ils pouvaient changer les choses. Les mois qui suivirent furent une période de transformation pour Al-Zahra. Khaled entreprit des réformes audacieuses, modernisant le gouvernement, ouvrant le dialogue avec les populations rurales, promouvant l'égalité et la justice. Leila continua son travail avec une énergie renouvelée, construisant des écoles, des centres de santé, des routes. Le projet devint un modèle de développement durable et participatif. Et lentement, l'opinion publique évolua. Les conservateurs les plus radicaux continuèrent à protester, mais une nouvelle génération émergea, qui soutenait les changements, qui voyait en Khaled un leader visionnaire, et en Leila une femme courageuse qui avait osé défier le système. 1 an après leur première rencontre, Khaled et Leila se marièrent dans une cérémonie simple et émouvante. Pas de faste excessif, pas de protocole rigide, juste eux, entourés des gens qu'ils aimaient, des habitants des villages qu'ils avaient aidés, des amis qui les avaient soutenus. Ce jour-là, alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Leila repensa à ces mots que Khaled avait prononcés lors de leur première rencontre. « Tu occupes ma place ». Elle souriait maintenant en se rappelant cette phrase, parce qu'elle comprenait enfin ce qu'elle signifiait vraiment. Elle n'avait pas volé sa place. Elle l'avait trouvée. La place qu'elle était destinée à occuper, non pas un trône, non pas un titre, mais une place dans le cœur d'un homme. Et cet homme avait trouvé sa place dans le sien. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour pouvait triompher du devoir, que le courage pouvait vaincre la tradition, et que 2 personnes, venues de mondes différents, pouvaient construire un avenir commun. La place la plus difficile à occuper n'était pas un trône. C'était celle que l'on choisissait par amour. Et ils l'avaient choisi ensemble pour toujours. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous de quelle ville vous nous écoutez.